Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La reconstruction est en cours. C'est bon. Hop là, Bonne que je me soirée. connecte. Est-ce que je me connecte? C'est ça. C'est parti, partage de mon écran. C'est parti. Alors, la création d'un article soit dans le cloud public ou dans le cloud privé ou le on-prem. Donc, comme les deux applications, on va utiliser la Fiori, Manage Product. Donc, Manage Product Master Data, comme je vous ai envoyé le petit différentiel entre la WebGui et MM01 et la Manage Product Master Data. Elles font exactement la même chose. Elles créent une fiche produit, une fiche article. Alors, historiquement, j'aurais pu ajouter, il y a une petite différence notable et non négligeable, plus pour les parties comptabilité. On peut créer sur un domaine de valorisation, mais elle ne permet pas de lancer de créer les vues CCR. Donc, il faut toujours passer par MM01. Je pense que dans les différentes fonctionnalités qui vont arriver, elle sera complète. Sachez que voilà, donc on est sur une 25.08, on va bientôt basculer sur une 26.02. Donc les personnes qui sont sur du cloud public, là, donc les clients qui sont sur du cloud public vont migrer sur une 26.02. Donc pour créer une fiche article, c'est relativement simple. Vous allez sur soit la MM01, soit sur l'application Manage Product Master Data. On fait créer. On a aussi la possibilité, tout comme dans la MM01, de faire par copie. Donc, on a un article modèle et on va le créer en référence. Partant sur la création, donc je clique sur créer. Donc, soit je renseigne pour les besoins d'une démo, codification. Là, par exemple, je pourrais créer un code qui s'appelle. Alors, je pourrais reprendre le petit exemple, qu'est-ce que j'avais dans les petits exemples que j'avais compris hier. Hop là, c'est du speed valuation. Donc, dans ma petite besace sur du S4H, sur du MM. Là, c'était du NLAG. Est-ce que c'était sur du. Alors, si je prenais par exemple sur celui-ci. Donc, on va avoir, donc si je prenais par exemple les articles non stockés, donc si je reprends ici, je vais avoir des familles de produits. Donc, si on prend les grandes familles de produits qu'on utilise, le fer, c'est un produit fini. On va plutôt l'utiliser lorsqu'on est sur de la fabrication interne. On va avoir donc notre produit fini avec son corollaire, le produit semi-fini, qui fabrique le deuxième niveau de la nomenclature. Et après, on va avoir en dessous les articles ROH, les matières premières. L'article AWA, produit commercialisable, on va être plutôt sur des industries type sur du retail, où on va avoir de l'achat-vente, où on ne va pas forcément avoir la partie où on va avoir de la production. Donc, je vais utiliser un ferme. Après, pour tout ce qui va être service, donc j'ai les articles de type SERV, SERV. Pour les articles non gérés en stock, je vais avoir du NLAG. Par exemple, les articles d'emballage, je vais avoir les articles VERP, VERP. Donc, et voilà, donc il y en a 19 dans le système. Les articles de prêt, toutes les palettes qu'on met à disposition de nos clients. Donc, on va créer des articles LEIH, un Returnable Packaging, c'est les articles qu'on prête. Donc, nous, on va créer donc, un article commercialisable. Voilà. Je vais laisser SAP générer automatiquement un numéro en interne. Hein. Donc, quand je veux savoir sur
quelle tranche de numéro est mon produit. C'est très simple. Je me positionne ici. J'ouvre tout simplement ici, donc dans le cloud. Et je vais aller dans le CBC pour me dire, bah tiens, comment s'articule cette notion-là de type de produit avec une tranche de numéro. Donc, je vais hop là. Donc, dès que je suis dans le cloud public et que je veux avoir accès au paramétrage, j'utilise l'application qui s'appelle Manage Your Solution. Ça me permet d'accéder au terme que vous entendrez régulièrement dans ma bouche, le CBC, Central Business Configuration, qui est la version cloud du SPRO dans une version on-prem. Donc, il y a deux liens. Il y a la partie ici, Configuration Environment, pour la petite explication de ce qu'il y a dans le cloud public et éventuellement ici le lien pour accéder. Là, il ne me donne pas la main dessus, donc ça déconne depuis tout à l'heure. C'est la main. Bon. Alors, pourquoi on va rafraîchir. Alors, allez, tu réponds. Bon, le CBC va pas vouloir répondre. On va continuer. Donc, dans le type d'article, je vais avoir une tranche de numéro interne et une tranche de numéro externe. La famille de produits qui est obligatoire. Donc, la famille de produits, on va la voir et plutôt la retrouver, notamment quand je fais tout ce qui va être le reporting, l'analytique. Donc, toutes ces parties-là, quand je vais créer une commande d'achat, je vais avoir le groupe de marchandises, la famille de produits qui va être rapatriée. Je peux très bien créer une commande en référence soit à un produit, soit à une famille de produits. Donc, c'est ce qui permet les regroupements de mes produits. Donc là, typiquement, je vais utiliser la famille de produits L001. Je peux l'utiliser aussi derrière pour tout ce qui va être la détermination aussi des prix. Ça peut être utilisé dans ce sens-là. Donc là, je rattache le product group. Et après, bah, par exemple, je vais mettre une désignation. Et P3, par exemple, désignation courte. Il existe une désignation courte, mais également une désignation longue lorsque notre désignation fait plus de 60 caractères. L'unité de base, l'unité dans laquelle je vais gérer mon produit dans notamment mes stocks. Après, je vais avoir bien sûr des unités alternatives qui vont me servir notamment peut-être pour les achats auprès de certains fournisseurs. Moi, je gère la pièce, mais je vends peut-être au carton et j'achète peut-être à certains fournisseurs à la palette. Donc moi, je vais gérer donc l'unité de quantité de base en interne, à la pièce. Alors, comme là, ça a été évoqué dans le groupe, on peut avoir ce qu'on appelle derrière des change numbers. Donc, le change number, c'est lorsqu'on veut gérer, alors on veut gérer en particulier la traçabilité sur les modifications. Non pas qu'il faut un change number pour faire de la traçabilité sur la modification, mais on peut avoir ce qu'on appelle du versionning. Donc, on appelle ici le revision novel. Donc, on va créer en fait un change number dans lequel on va attacher notre fiche article. De facto, dans SAP, qu'on soit avec pas un change number, toute modification est tracée. Donc, il y en a qui ont évoqué ce matin la MM04, qui est l'application historique pour vérifier l'ensemble des modifications qui interviennent sur une fiche produit. On va avoir donc la même chose dans le cloud qu'on va voir, bien sûr, au travers de l'application Manage Product Master Data. Donc, je fais valider. Donc, lorsqu'on est sur l'application Manage Master Data Product, vous avez aussi toujours le petit truc, hein, vous avez des zones que vous ne voyez pas, n'hésitez pas à cliquer sur le Show More, Show Less. Pareil, vous dites, ah zut, je me suis trompé, j'aurais tout compte fait, voulu générer une tranche de numéro externe, ou tout simplement, zut, la famille de produits, je ne la retrouve pas, je veux la modifier.
bah, vous avez tout simplement à cliquer sur Edit Header, qui vous permet de rappeler le petit pop-up que vous avez initialement. Pour dire, tout compte fait, ce n'est pas un AWA, c'est un FERT. Tout compte fait, ce n'est pas du trading book que je voulais gérer, c'est-à-dire le trading matériel plutôt, mais une autre. Donc, je peux à ce moment-là vous dire, ah bah, tout compte fait, l'unité de quantité de base, ce n'est pas la pièce, c'est les heures. Vous faites Edit Header pour faire le rappel. Je fais OK. Et après, on commence à renseigner. Donc, on a donc les informations donc sur une fiche produit. Cette fiche produit, on va l'utiliser pour la vente. Donc, il va falloir que je gère la partie distribution chain. Elle va également être achetée. Donc, il va falloir que je gère la partie plant dans laquelle je vais gérer les données liées à ma division. Je vais faire de l'achat, donc je vais faire des réceptions. Donc, je vais donc devoir valoriser. Donc, il va falloir que je gère la partie valuation area. Si éventuellement j'ai un article qui est géré sur le point de vue warehouse management, je vais aller dans la vue warehouse management. J'ai un article qui va être géré par lot avec une classification. Donc, je vais aller partir dans la partie classification. Donc, chaque vue, service, doit être géré. Donc, je commence à renseigner. Là, vous dites, ah, on est typiquement sur un projet. On a une reprise des master data. Alors, on va renseigner dans All Product Number la référence produit qu'on avait dans notre système d'information précédent. J'ai une gestion par lot. Je pense à l'activer. Là, on l'active une gestion par lot au niveau mandant. On peut avoir, alors ce qui est moins communément, c'est de se dire, ah, et là j'ai le cas chez un client, il a sur une division une gestion par lot et sur une autre non, parce qu'il fait du retail. Donc il a sur le site où ils font l'achat, ils ont une gestion par lot. Par contre, les magasins, dans ce cas de figure-là, n'ont pas besoin d'avoir le numéro de lot. Il y a des particularités. À chaque fois, c'est au moment de la conception, pensez à te dire, ah ok, donc on a une gestion par lot, une gestion par numéro de série. On va avoir aussi toutes les notions de dimensionnement avec toute la partie, alors un peu plus bas. Toc, 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 je descends, je descends. Je vais avoir le GTIN, le code EAN. Je pense aussi de se dire, mon article, il va être géré dans plusieurs langues. Comment c'est géré en fait la gestion des langues? Vous avez dans votre business partner, soit du côté client, surtout du côté client, ce qu'on appelle la langue de communication. Quand vous allez passer une commande client, SAP va regarder en premier donc la langue de communication de votre client. Si celle-ci est italien, il faudra nécessairement gérer dans votre fiche produit la désignation en italien. Il en va de même si vous mettez EN, si vous mettez 50 langues dans vos différents business partners clients, il faudra que dans l'ensemble des produits avec ce client, donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la règle pour l'ensemble des références produits de gérer le multilangue. Ce qui est assez rare, c'est qu'on ne gère pas 50 langues dans SAP. Attention, ce n'est pas la langue de connexion 1. SAP, c'est bien la langue de communication de votre client. Là, donc, je vais faire créer. Il n'y a pas à ce jour d'intelligence artificielle qui vient automatiquement traduire dans les différentes langues l'information. Donc là, par exemple, si je mets pompe VB3 et que j'ai mis pompe VB3 en anglais, SAP ne va pas me dire, ah bah non, c'est pas pompe qu'on vient de nommer, tu dois l'appeler pump. Ça, c'est à vous. C'est vous qui devez à chaque fois marquer créer et renseigner les informations. Petit truc et astuce, vous allez voir, dans ici, des petits boutons ici qui s'appellent soit copy, paste. Bah, si vous avez éventuellement 50 langues, bah, vous avez un petit fichier template, plutôt que de faire à chaque fois créer et mettre, bah, vous mettez dans votre fichier Excel 2 colonnes, le code langue et la désignation, vous faites CTRL-C, et là vous faites paste, et il va copier les 50 valeurs. Si, donc je continue de dérouler, donc là les GTIN, les unités de mesure, je descends, pour l'instant je balaye que ce qui est pour l'instant obligatoire. Dans la partie sales, très important, le transportation group. La partie transportation group va intervenir
donc il y a deux zones qu'on verra, hein, c'est le Shipping Condition et le Transportation Group. Ces deux zones interviennent dans la détermination à la fois du point d'expédition et dans la détermination de ce qu'on appelle l'acheminement. Donc déterminer entre une zone de transport, donc le point d'expédition, par exemple, je découpe la France en quatre, nord, sud, est, ouest, et je vais répartir mes points d'expédition dans ces zones-là. Ensuite, je vais avoir mes clients, qui vont être peut-être soit en France, soit à l'étranger, avec un découpage, ce qu'on appelle une zone de transport, qui va être gérée dans le business partner. Et SAP, il va dire après, ah ok, quand ma marchandise part de la région ouest à destination de l'Italie, par exemple, dans la région calabraise, avec le shipping condition normal terre et le groupe de transport sur palette, j'aurai un temps d'acheminement de 3 jours. Par contre, si j'avais choisi pour ce client-là plutôt l'aérien, j'aurais plus qu'un jour. Donc, c'est toute cette partie-là. Donc, vous avez des zones qui sont dans la fiche article et des zones qui sont dans la fiche client pour déterminer des informations qu'on va retrouver dans les commandes clients. Donc là, je renseigne sur palette, je continue. Là, dans la partie storage, je vais avoir les informations sur ce qu'on appelle la gestion de la DLUO. Je vais avoir aussi l'information, est-ce que je veux que au moment où je fasse une réception, j'ai l'édition d'une étiquette. Donc, je pourrais très bien dire, ah oui, je veux une étiquette. Donc, je vais choisir Good Receipt Label. Et quel formulaire? Bah, je veux plutôt le formulaire de type Good Receipt Label, Number in Entry Quantity, oui. Voilà. Donc, j'ai des codes. Et après, je vais aller dans ce qu'on appelle Output Parameter Determination pour dire, lorsque j'ai un article qui a bien le type de label M7 et le label forme E1, hop, j'ai bien une édition d'une étiquette. Pareil, hein, n'hésitez pas à y aller parce que moi, j'y vais, hein, je débite. Hein. Donc, pas de questions, je suppose que j'ai le bon rythme et que tout le monde comprend. Silence de cathédrale. Donc, je continue, je peux renseigner après les informations d'association, ce qu'on appelle au packaging. Notamment si je veux associer ma pompe VP3 à un type d'article verbe, emballage, et l'associer à cet article d'emballage. Dire, ah bah tiens, ma pompe VP3, elle va dans un carton de type, et je mets les dimensions dans un article verbe. Donc je vais associer ça, ce qu'on appelle plus communément, après, ça va générer ce qu'on appelle une handling unit ou une shipping unit, une unité de colisage. Donc là, j'en regarde, je peux revenir bien sûr en arrière avec ma barre de défilement, je passe en revue, hop là, je regarde, hop. Et là, par exemple, je vais dire, je vais renseigner quel est le poids brut et mon poids net. Par exemple, 5 kg, parce que j'inclus dans mon poids d'emballage, et donc mon poids net sera de 4,8 kg. Je peux renseigner aussi les dimensions, notamment pour après savoir si tout rentre dans mon camion. Voilà. Je renseigne déjà le minimum pour créer un article. Là, ici, je pourrais très bien sauvegarder mon article et reprendre après. Vous voyez aussi le point important, hein, draft updated. Lorsque j'utilise l'application Manage Product, j'ai la notion de draft. C'est-à-dire que si je venais éventuellement à cliquer sur SAP, là ici, revenir à mon écran, je n'aurais pas perdu tout ce que j'ai fait puisque SAP m'a sauvegardé un draft. Faisons le cas de figure, j'ai ma pompe VP3, je reviens en arrière. Là, il me demande, OK, je peux conserver mon draft. Je reviens plus tard et je pourrais le compléter. Dans la MM01, si je fais /n, ce que j'ai fait, c'est perdu. Dans Fiori, non. Donc, si je veux aussi sauvegarder, je clique sur Créer. SAP va me générer automatiquement un numéro interne. Donc là, il m'a généré le code article 781. Je veux continuer à le modifier? Pas de souci. Je vais cliquer sur Edit. J'ai la possibilité aussi de visualiser votre fameuse MM04.
pour visualiser l'historique des modifications qui sont intervenues sur une fiche produit. À partir de l'app ici, j'accède directement à Display Change Document. Là aussi, j'ai Product Object Page. Aussi, c'est ce qu'on appelle la vue 360 sur la fiche produit, c'est-à-dire toutes les dépendances. Là, par exemple, si je voulais consulter le Change Document, pour ceux qui connaissent la MM04, bah, vous arrivez en fait sur une MM04, tout simplement. Je fais exécute et je vais avoir ici bah, l'historique des modifications de qui a créé, qui a modifié ma fiche produit. Donc ici, l'application, hein, c'est Display Change. Si je veux y accéder directement, j'ai juste à chercher dans l'application qui s'appelle Display Change ou de la consulter à partir de l'application Manage Product Master Data. Donc, je clique sur Edit, je repasse en modification, mais je pourrais très bien ici, à partir de cet écran, hein, d'appeler la MM01 et de venir compléter ou de faire la MM02. Donc, elle est disponible, hein, ce code article 781. Après, je peux faire joujou avec les différentes applications. Donc, j'ai renseigné les informations de base. Je veux maintenant pouvoir le commercialiser, c'est-à-dire je veux pouvoir le vendre. Donc, je vais aller dans la partie Distribution Share. Donc, je vais donc définir, rattacher mon article 781 à une organisation commerciale. Faisons le cas de figure, j'ai sauvegardé mon article. Je considère qu'à ce point-là, il est bon. Bah, la meilleure des façons de le tester, c'est prenons un cas de figure. Donc, je prends mon 781 et je vais essayer de créer une commande client. Et je prends l'application Manage Sales Order, version 2. Je vais essayer de créer une commande client. Donc, je fais créer. Je vais renseigner mon type de commande. Je vais renseigner mon orga. Là, pareil, ça me donne déjà un ordre d'idée, c'est de se dire, voilà, là, c'est déjà le point d'entrée dans une commande client, c'est orga, canal, secteur d'activité. Donc, je commence à me remémorer quels sont les points d'une structure organisationnelle côté vente. J'ai remarqué, il faut une orga, un canal, un secteur d'activité. OK, je prends n'importe quel client, par exemple France, je vais dans la partie item, et là, je vais renseigner mon article, soit pompe VP3 ou MED 781. Déjà, ce qui vous donne un indice, c'est que SAP, il ne voit rien. Donc, quand déjà, il ne voit ni le 781 ni pompe VP3, c'est-à-dire que SAP, il est en train de regarder s'il existe un article dans l'organisation commerciale KPC1 et le secteur d'activité Z1. Si déjà il ne vous affiche rien, c'est que l'article n'est pas complet. Mais j'insiste, je dis, bon, ouais, je vais quand même essayer de mettre le 780. Je clique sur Entrée. Et donc là, le système, il arrive à rien faire. Bon, alors, le message n'est pas forcément très explicite, mais là, dans Fiori, c'est qu'il n'arrive pas à déterminer les informations pour une commande client. Alors, des fois, on va avoir dans la WebGuide, il vous dira l'article 781 n'est pas géré en langue, en gros, FR ou EN, pour l'organisation commerciale KPC1. Mais un article incomplet, c'est l'impossibilité de faire un flux, soit côté achat, soit côté vente. Donc, je rappelle mon application. Donc, pour cela, hop là, Recent Activity, je retourne sur Manage Master Data, oui. Je vais après faire la partie Edit. Et maintenant, je vais compléter, étendre mon article du point de vue organisation commerciale. Je clique sur Créer. SAP va me demander pour quelle organisation commerciale et quel canal de distribution je souhaite étendre mon article. Parfait. Soit j'utilise le match code, soit je connais par cœur mon organisation commerciale, KPC1. Je vais renseigner aussi, pareil, hein, quand je me positionne dans la zone, SAP me dit, tiens, tu as récemment utilisé le Z1. Bah oui, ça tombe bien, c'est bien celui-ci. Je peux définir, par exemple, une unité de vente différente de mon unité de quantité de base. Bah oui, je gère dans mes stocks en pièces. Par contre, je les vends en pack. Donc, je vais choisir pack. À chaque fois que je fais une vente, le point de départ, ça sera toujours la division de livraison. Delivery plant,
KP01. Donc, SAP va regarder dans le business partner. Il va regarder également dans la fiche produit. Il va regarder également dans une fiche info-vente. Donc, la fiche info-vente, c'est l'équivalent d'une fiche info-achat, mais côté vente. Vous allez avoir, hop là, ceux qui connaissent, c'est l'application qu'on a, alors qui est la VD. Alors, ça doit être Customer Material. Alors, c'est cus, cust, Custom. Voilà. Manage Customer Material égale VD51, égale équivalent de la fiche info achat côté vente. On va y gérer des informations comme des données divergentes par rapport à la fiche produit. Ça, c'est toute une donnée de base. Je peux gérer aussi des profils d'arrondi. Donc, je dis, bah, lorsque je passe une commande, j'arrondis tous les 10, 10, 20, 30, 40, 50. Même si je saisis un, hop, le rounding profile, dans ma commande client, il va arrondir à 10. Si je mets 11, à 20. Vous avez compris la suite logique. Je continue, je peux faire aussi un mini de commande. Je dis, bah, toc, quand je passe une commande, c'est forcément minimum 10 pièces. Ah là, c'est dans la delivery, c'est plutôt 10. Et je peux très bien aussi, hop là, voilà, je peux mettre 10, on va le tester. Je descends. Deux zones super importantes. Allez, non, même trois. Item, catégorie groupe. Super important. Il va déterminer dans votre flux de vente si vous êtes sur une vente normale, une vente avec article configurable, une vente avec article nomenclaturé, une vente tripartite, une vente de service, une vente d'articles non gérés en stock. Donc tout ça, on va avoir le groupe de item catégorie groupe égale derrière, vous allez entendre parler d'une table qui s'appelle la T184. Dans la T184 de SAP, que ce soit dans le cloud ou dans un système on-prem, à partir de l'item catégorie groupe, je vais associer des types de postes. Et des types de postes, c'est un flux physique dans SAP. Donc si je prends par exemple article configurable, bah, si je crée un CAMAT, je vais avoir un type d'article configuration. Je peux très bien avoir, ah bah tiens, avec cette référence-là, je fais que du flux tripartite. Flux tripartite, j'ai une commande client, j'ai un fournisseur. Le fournisseur va se charger de livrer directement mon client, ce n'est pas moi qui va le faire. Dans un flux classique, hein, je passe une commande, je, je n'ai pas de stock, je vais avoir le MRP qui tourne, il va générer une commande d'achat, je réceptionne la commande d'achat, je fais mon contrôle de disponibilité, je livre mon client, je facture mon client. Dans le flux tripartite, j'ai une commande client, je génère une commande d'achat, le fournisseur livre, le client, et moi je fais directement la facture au client. Je vais avoir aussi des types, ce qu'on appelle le CB02, Return Packaging Delivery. Ça, c'est par exemple des flux qui servent uniquement pour faire du prêt. Donc, c'est des articles qui sont tagués pour le prêt. Donc, vous avez tout un ensemble ici de processus identifiés dans SAP. Donc, après, ça vous parlera. Lorsque je vais utiliser l'intercompagnie dans le cloud public, je vais avoir des types de postes qui sont le PSTE, et le PSPF. Ça, c'est pour les flux intercompagnie pour lequel je ne fais. Alors, je fais comment dire, de la compensation entre les différentes entités du groupe. On a aussi des flux intercompagnie physiques. Là, c'est pour plutôt de l'intercompagnie sur des flux financiers. J'ai aussi le subscription billing, donc on pourrait faire rien que cette partie-là, on parlait pendant une heure. On va utiliser le plus communément utilisé, norme. L'autre point important, la classification fiscale. Est-ce que mon article est assujetti à la TVA? La LCFR, vous l'avez aussi en France, en Italie, c'est éventuellement si votre produit est exempt de TVA, il faudra produire un numéro de LCFR. C'est-à-dire en fait de justifier pourquoi vous êtes exempt de TVA. Donc license tax exempt ou license tax liable.
Donc, quand par exemple je mets 1, bah, je mets dans LCFR 0. Et si je mettais 0, bah, je devrais mettre 1. Voilà. La détermination de la TVA, important à savoir, ce n'est pas juste une information qui est portée dans la fiche produit. C'est j'ai de l'information de sales tax dans mon business partner. J'ai le sales tax dans mon produit. Et après, c'est j'ai la détermination de mon pays de départ, mon pays d'arrivée, les classifications fiscales. Je peux avoir des informations qui sont portées aussi par les régions, hein. Vous avez au Brésil, par exemple, vous n'avez pas les mêmes niveaux d'imposition selon euh, les États. Vous avez la même chose au Canada. Point important, hein, euh, les DROM sont gérés aussi avec des codes pays. C'est-à-dire que la Martinique, elle aime, pour justement cette gestion de la TVA qui est particulière, hein, parce qu'ils n'ont pas les mêmes taux que la métropole, on va avoir celle-ci. Vous allez aussi peut-être voir dans une fiche produit, des fois France, DE, IT. Pourquoi? Parce que lorsque SAP regarde dans l'organisation commerciale, dans le paramétrage que vous avez fait, si vous avez rattaché des divisions françaises, des divisions italiennes, des divisions allemandes, des divisions américaines, 4 divisions appartenant à différents pays, donc potentiellement 4 divisions de pays dans lesquels la marchandise peut partir. Donc des classifications fiscales qui seront différentes. Donc si vous avez que dans l'organisation commerciale que des divisions qui sont françaises, vous n'aurez ici que FR. Si vous avez des divisions qui appartiennent à d'autres pays, vous aurez toutes les combinaisons ici à renseigner. Autre point important, ce qu'on appelle le Account Assignment Group. Lui, il va interagir avec la détermination des comptes généraux au moment où je vais faire ma facture client. Donc, j'ai la même chose dans mon business partner. Donc, c'est une combinaison. J'ai des types de conditions dans mon schéma de prix qui sont rattachés à des clés de compte. Et après, j'ai également chaque produit, cette fameuse clé. Donc, en fonction de cette combinaison-là, bah, je vais avoir vente de produits commercialisables, vente de produits finis. Donc, je vais avoir des comptes généraux qui seront différents. Donc, je clique sur Appliquer. Poc, poc, poc. Ce qui va être important aussi, c'est comme j'ai renseigné à la vente, mon fameux pack, bah, je vais devoir gérer aussi quelle est l'unité alternative, puisque je vends au pack. Là, par exemple, si je mettais la pack. Donc, combien? Donc, pour un pack, par exemple, j'ai par exemple 10 pièces. Donc, je gère les unités aussi de cette façon-là. Donc, je continue. Donc, on a la partie distribution. Ok. Maintenant, si je vends à partir d'où? Quelle est l'entité où je vais avoir le stockage ou tout simplement où je pourrais le produire également? Comme là, on n'est que sur de l'achat-vente. Ma division. À l'intérieur de la division, j'ai un magasin. Et à l'intérieur des magasins, je peux avoir ce qu'on appelle le warehouse management. Pour l'instant, c'est clair? Soit il y a Oui, personne merci, qui répond. c'est clair, oui. Donc, comme vous êtes aussi sur des processus qu'on appelle, vous allez travailler sur l'intercompagnie. Vous allez nécessairement avoir, donc, dans l'organisation commerciale que vous avez gérée, comme vous pouvez l'avoir, hein, KPC 1, je pourrais très bien avoir dans ma division KPC 1, comme vous l'avez vu ici, hein, KPC Canada, c'est-à-dire que l'organisation commerciale qui va être donc, en charge de la prise de commande va tout simplement après aller chercher partout où elle est habilitée à aller prendre du stock. C'est-à-dire que dès le départ, hein, on va décider de se dire, ah bah quand je fais une prise de commande en France, bah, je peux très bien prendre de la marchandise qui se trouve en France, mais je pourrais très bien prendre de la marchandise
pour la division qui est aux États-Unis. Et même, je pourrais très bien avoir un client américain, mais la division qui est en charge de la prise de commande, enfin plutôt l'organisation commerciale qui est en charge de la prise de commande est française, mais la marchandise partira bien des États-Unis. Donc après, c'est toutes les choix possibles, qu'ils soient efficients ou pas, hein. Après, c'est votre organisation en interne. C'est une organisation commerciale, toujours, c'est celle qui est juridiquement responsable de la vente vis-à-vis du client, qui va émettre la facture vis-à-vis du client. Et après, les entités propriétaires du bien ou du service, qui sont la division, plant en anglais. Donc, un produit peut donc appartenir à plusieurs organisations commerciales, canaux de distribution, mais également à plusieurs divisions pleines. Je fais toujours donc, division, secteur d'activité. Donc, quand je dis division, c'est à moi-même de corriger plant, plusieurs plants sur. Voilà. Donc là, je pourrais mettre les 15. Donc là, je vais en mettre que la tac, 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 la KP0. Je vais renseigner aussi un profit center. Je pourrais très bien avoir une gestion par numéro de série, non, mais comme j'ai déjà une gestion par lot, ça suffit amplement. Je continue. Je peux gérer après toute la partie international trade. Alors, particularité pour les gens qui avaient l'habitude de gérer la nomenclature douanière dans les solutions ECC. Sachez que on ne le gère plus dans la fiche produit, hein, la nomenclature douanière, on la gère dans des applications que vous allez retrouver qui s'appellent Manage Community Code. Et après, Classify Product, c'est-à-dire que vous allez gérer dans une application dédiée tout ce qui est la nomenclature douanière, hein, ce qu'on appelle les Commodity Code ou Tariff Code. Et après, vous allez avoir une application qui vous permet d'assigner donc, ce numéro de nomenclature douanière à la fiche produit. Dans la partie, on continue que la partie, ce qu'on appelle le pays d'origine, hein. Notamment si vous connaissez, voilà, vous êtes très bien un revendeur d'un produit qui est bien origine, pas française, mais qui peut être d'origine polonaise. Donc, je mettrai ici ces informations-là. Tout ça, hein, parce que vous voyez, il y a une notion derrière. Alors, vous allez sûrement entendre parler de déclaration d'échange de biens et déclaration d'échange de services, intrastat ou extrastat. Donc, ces informations-là aussi sont importantes, hein, à gérer. C'est une donnée de base. Le commodity code vous permet après de faire soit votre extrastat ou d'intrastat. Le loading group. Donc, vous avez le transportation group et le loading group et le shipping condition. Donc, c'est bien ces trois éléments-là, shipping condition, loading group, transportation group, interviennent, encore une fois, toujours dans la détermination de l'acheminement et la détermination du span d'expédition. Là, ici, hop là. Si bien sûr, je n'ai pas géré correctement le loading group ou le transportation zone, toutes ces informations-là, qu'est-ce qui va se passer? De mon point de vue de ma fiche article, RAS, mon article, va être bon. Par contre, dans la gestion de mes flux, ça ne va pas être bon. Le système dit, je ne peux pas déterminer le shipping point. Je ne peux pas déterminer l'itinéraire. Ben là, il faudra se dire, ah zut, ok, donc le shipping point, il se détermine dans SAP. Donc ça, c'est-à-dire, si vous avez après été faire un petit tour dans le CBC ou dans le SPRO, vous dites, ah ok, quels sont le chaînage qui permet de déterminer le shipping point? Quel est le chaînage qui permet de déterminer l'itinéraire? Toujours important dans SAP, les données qui sont obligatoires, les données qui sont nécessaires et les données qui sont facultatives. Le loading group n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire. Donc là, loading group, transportation, OK. Donc je continue à descendre. Je peux renseigner après les informations. Là, si on n'est que sur la prise de commande, je peux très bien continuer. Je regarde que les zones obligatoires. Le MRP type, je vais mettre aussi une planification déterministe avec une taille de lot exacte. Ça veut dire, lorsque je vais avoir une commande client qui va tomber de 100 et que j'ai 0 en stock, SAP va me générer une demande d'achat de 100. Si j'avais pris par exemple une taille de lot fixe, ici, j'ai une commande client d'une pièce, mais j'ai mis en taille de lot fixe, par exemple, ici, 100.
quand bien même j'ai un besoin de 1, SAP va me générer une demande d'achat de 100. Voilà à quoi servent éventuellement ce qu'on appelle des tailles de lot. Donc j'en ai différents. Taille de lot exacte, fixe. Et après, je peux avoir par exemple ce qu'on appelle du monthly lot size. Donc il va regrouper toutes les commandes dans l'intervalle du mois pour générer une demande d'achat dans cette taille-là. Donc il regroupe tout sur du mois, ou sur du daily, ou sur du weekly au sein d'une demande d'achat. Et moi, j'aime bien utiliser Excel. Après, on va voir, il y a le safety stock, il y a énormément de zones. Là, c'est de se dire, voilà, est-ce que je suis armé pour créer à minima une fiche produit qui va me permettre de dérouler. Donc là, toutes ces informations-là sont, voilà, les points, OK, planification, OK, clé de taille de lot, OK, gestion des langues, OK, groupe famille de produits, OK, gestion des lots ou pas, OK. Je pourrais très bien dire, ah mais Michael, puisque tu as géré une gestion par lot, tu pourrais nous montrer la notion de FIFO. Cette notion-là de FIFO ou de DLUO, si j'avais géré le chef live, je vais gérer la partie classification. Je vais cliquer sur clic pour assigner une classe et je vais assigner une classe de lot. Là, j'avais fait pour des exemples, pour MSF, pour Médecins sans frontières. Je vais prendre celle qui est utilisée pour faire du FIFO. Alors, quand c'est juste du FIFO, je vais utiliser celle-ci. Et si éventuellement j'ai de la DLUO, donc de la péremption, je vais plutôt utiliser celle-ci. Pourquoi? Parce que lorsque je vais tout simplement créer un lot, le système va hériter de caractéristiques qui va me permettre de mettre en place derrière ce qu'on appelle la détermination automatique des lots. Va me chercher le lot le plus ancien. Va me chercher le lot qui a la péremption la plus lointaine ou la plus près pour pouvoir après ne pas me poser la question de dire ah ouais, tiens, ce lot-là, j'aurais dû l'expédier parce qu'il arrive bientôt en péremption. Donc on se débarrasse des articles qui sont le plus proche en péremption. Donc là, je choisis la classification. OK. Je vais après dans la partie Valuation Area. Rachida a évoqué hier la possibilité de mettre à jour après soit votre PMP, soit votre prix standard. D'abord, mettons à jour la classe de valorisation. La valorisation. Donc, je clique sur Créer. Donc, on va avoir le PMP ou le prix standard. On est sur un article AWA, je pourrais très bien dire achat-vente. Oui, je vais avoir plutôt du PMP. Donc, je choisis ma valorisation. Donc, pour ma division, quelle est Valuation Class? Pareil, la classe de valorisation va intervenir dans la détermination aussi des comptes et vous en entendrez parler de Account Determination, Automatic Account Determination ou OBIC ou OBYC, qui permet derrière d'avoir toute cette ventilation avec des clés dans votre plan comptable. Donc, hop, le trading good. Alors, tout en bas, voilà, j'ai la possibilité, soit je choisis du PMP, soit du prix standard. Je définis un premier PAMP qui va être automatiquement se mettre à jour lorsque je vais faire des entrées-sorties. Donc, par exemple, si je mets là tout de suite 15, au gré du temps de l'année, vous allez voir ce prix-là, il va évoluer à la hausse ou à la baisse. Si je mets prix standard, mon produit sera toujours valorisé au même prix. À quoi ça sert? C'est notamment quand vous allez passer votre commande client. Vous allez avoir un prix de vente et vous allez avoir le prix interne et SAP va vous déterminer automatiquement si vous faites une marge ou si vous perdez de l'argent. Donc, c'est le prix interne. Donc, dans SAP, vous avez le prix de vente, le prix de valorisation, donc le prix interne et le prix d'achat. Je clique sur appliquer. Je sauvegarde. Là, par exemple, hop, message d'erreur. Donc SAP me dit, tu as oublié de renseigner le MRP contrôleur. OK. Il me met en surbrillance, en rouge, ce qui ne va pas. OK. Je corrige. Je sauvegarde. Jusqu'à ce que SAP me dise, données de base sauvegardées, tout est bon. Donc les applications qui sont connexes. Donc on l'a vu tout à l'heure, ici, Open Display Change Document permet de voir l'historique des modifications intervenues sur ma fiche produit.
Si, par exemple, je voulais modifier, parce que là, par exemple, je retourne là, je fais Edit. Je vais dans la partie valorisation. Et vous voyez ici, là, maintenant, c'est grisé. Ah bah zut, non, je voulais mettre 16. C'est qu'il y a une application qui est dédiée. Alors, pour ceux qui connaissent, encore une fois, dans le CC, c'était la MR21. Dans Theory, vous avez Manage, Valuation. Voilà, Manage Material Valuation. C'est l'équivalent de la MR21. MR21 ou Manage Material Valuation me permet d'ajuster mon PMP ou mon prix standard de mon article qui a été sauvegardé. Je vais dans Manage Valuation. Je vais ajuster mon PAMP. Donc là, on était sur le 781. Vous allez avoir après les notions de ledger, donc on évoquera aussi ce que c'est le ledger, Material Ledger. Donc là, j'ai la possibilité ici de voir aussi le Material Price Analysis et de voir comment a varié mon PMP. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, je suis ici. Je veux changer mon PMP. Je vais cliquer sur Change Inventory Price. Donc ici, j'ai 15 euros. Je souhaite maintenant le modifier à 16. OK. Je souhaite l'appliquer à l'ensemble des ledgers. Je fais éventuellement simulation. J'ai un petit message. Et je fais sauvegarder. Ah, j'aurais dû cliquer sur Convert Price. Voilà, faire ça, sauvegarder. Il l'a bien sauvegardé ici. Des fois, j'espère qu'il va mettre un petit temps de latence. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, oui. Oui, 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 oui. Quelqu'un, voilà, bonne question à mon auditeur. Quelqu'un pourrait me répondre pourquoi j'ai ce message-là? Non? Personne? Vous êtes tous timides? Vous avez perdu votre voix? Parce, parce que là, il y a une fiche disons que le matériel, enfin, l'article est déjà utilisé dans une autre app. Alors, c'est Ou parce exactement qu'on Oui, n'est ça. pas, un user en parce qu'on n'a modif pas dessus. terminé la création. Alors, Non, mais c'est parce qu'il y c'est a un quelqu'un qui point. est dessus, qui est en train de travailler dessus, effectivement. Voilà. Toutes les réponses sont bonnes. Là, par exemple, quand vous avez un article qui est en mode draft, ça verrouille l'article. C'est-à-dire que le système, à partir du moment où où je suis sorti sans avoir cliqué correctement ou avoir attendu que le système me dise, Michael, tu as bien sauvegardé et attendu que la base de données soit mise à jour, le système le met en draft. Et quand il met en draft, il considère que vous êtes toujours sur l'article. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous avez un autre utilisateur qui, entre le moment où vous avez sauvegardé le code article, est en train de le modifier. C'est aussi ce cas de figure-là. Ou vous pourriez avoir ce qu'on appelle une entrée de blocage sur cette référence-là. Alors, les entrées de blocage, les gens qui étaient sur des solutions on-prem, vous connaissez tous la SM12. La SM12 permet de visualiser les entrées de blocage. Donc, si vous avez des entrées de blocage, non, j'en ai pas, je suis sorti correctement, il y a un truc qui ne va pas. Pour purger les entrées de blocage, il n'existe pas, la SM12, elle n'existe pas dans le cloud. Vous avez ici juste quelque chose qui s'appelle My User Session. En cliquant sur My User Session, en faisant ici rafraîchir, ça vous permet de voir les sessions actives. Et s'il y a des sessions qui devraient être en gros cassées, bah, vous avez juste à cliquer sur les sessions qui sont ouvertes et purger. Voilà, ça c'est pour supprimer les entrées de blocage. Dans mon cas de figure, ah non, je vais regarder Recent Activity, je vais regarder sur Manage Product Master Data, et donc, je vais regarder si éventuellement mon article est toujours en mode draft. Je le vois en haut à gauche. Là, vous voyez, j'ai un petit bonhomme avec un
un petit verrou. Ah bah ouais. Donc là, il me dit, voilà, retourne to draft. OK. Et là, je vais faire sauvegarder. Sauf qu'à la différence de cette fois-ci, j'attends que mon article et j'ai bien le petit message Master Data Record Save. OK, c'est bon. Là, je peux maintenant retourner dans Recent Activity, Manage Material Valuation, et je vais pouvoir rechercher mon code 781. Je fais Go, je sélectionne Produit, je rentre dans le détail de celui-ci, je vais cliquer sur Change Inventory Price et je remets 15, j'en mets 16. Voilà. Je clique sur Convertir prix, il passe tout à 16, je sauvegarde. Monsieur, dame, bonsoir. Donc là, le système a automatiquement mis à jour le prix de valorisation, donc mon PMP ou mon prix standard. Si je regarde après dans Material Price Analysis, je vais voir que mon prix de valorisation a bien été modifié d'une valeur à une autre. Donc après, donc ici, là, j'ai le price history, donc j'ai différentes informations pour consulter les références produits. Donc ça, c'est pour faire les analyses de prix. Qu'est-ce que j'ai d'autre à partir de celle-ci? Je retourne sur le 781. Je pourrais modifier aussi pour avoir les prix futurs, mais ça, on ne va pas le faire. Donc là, il m'a bien modifié mon prix à 16. Et si je retournais dans, par exemple, je pourrais, à partir de là, appeler l'enseigne le WebGear, je fais la MM03. Je vais voir dans le 781. Je regarde dans les vues accounting pour ma KP01 et je regarde maintenant. Ah, il l'a bien modifié. Je pourrais très bien après, qu'est-ce que je pourrais faire à partir d'ici? Go to, environment, display change. Donc je regarde dedans. Là, je vois après, je double-clique. Ah, là aussi, je peux consulter qu'il y a bien une modification du prix moyen pondéré de 15 à 16 euros. Maintenant, je vais regarder si mon article, je peux l'utiliser dans une vente. Hop là, je retourne sur Manage Access Order. Donc, j'ai mon code article 781. Je pense avoir fait l'ensemble des modifications correctes. On le teste toujours. Je crée un article. Je l'éprouve. Si ce n'est pas bon, là, je regarde les petits messages que SAP me dit jusqu'à ce que mon article ait bien toutes les zones à la fois obligatoires, ça c'est sûr, mais surtout nécessaires. Donc, je vais ici. Je prends n'importe quel client dans la base. Moi, j'utilise par exemple NoreLM. Pourquoi NoreLM, ça me permet de tester notamment les mandats CEPA. Là, ici, je tape les mots, 781. Je vais dans la partie item. Je renseigne mon code article 781. Là, toujours, je me dis, ah, c'est bizarre, il me met toujours un petit message. Donc, pareil, je regarde. Là, cette fois-ci, ça a l'air d'être bon. Donc, il me ramène bien mon pompe VP3 781. J'ai bien ici mon pack. Il m'a bien ramené mon type de poste TAN. Mais maintenant, je vais quand même aussi regarder un peu plus loin s'il m'a bien ramené mon point d'expédition, s'il m'a bien ramené ma division. Donc là, ah bah là, ça a l'air d'être bon. Il m'a bien ramené ma division. Il m'a bien ramené mon point d'expédition. Là, ça a l'air d'être pas mal. Pareil, avant de sauvegarder ma commande client, je vais regarder si, dans la partie Incompleteness Information, on voit éventuellement, bah là, bon, c'est la valeur nette, ça c'est normal. Donc là, bah, typiquement, il faudrait que j'aille après dans les dépendances, dans la tuile qui s'appelle Manage Pricing Cells, pour avoir le prix. Là, je vais dans la partie ici, je peux renseigner un prix fictif. Je mets par exemple 29 euros. On aura remarqué, c'est là que votre fameux prix de valorisation, il intervient. Je vends à 29 euros, j'ai un prix interne donc de valorisation à 16 euros. Donc, j'ai bien une marge de 13,10 €. Ou là, il me dit plutôt une marge négative parce que là, je vends 29 euros. Il faut penser, là, c'est 2,90 € la pièce. Et là, c'est 16 € la pièce.
Donc, je pourrais très bien dire, bah non, je dois la vendre nettement plus cher parce que c'est sur des packs de 10. Donc, à l'unité, alors on pourrait faire l'inverse, hein, si je mettais au prix. Il y a différence cette fois-ci, maintenant, j'ai une marge. Donc, le profit margin, c'est aussi négatif. Donc, je vends à perte. Il faut toujours faire aussi attention aux unités. Ah ouais, je vends à la pièce, par contre, enfin, le prix est à la pièce, mais je vends au bag, qui est 10. Donc attention à toutes ces unités. Donc c'est là que vous pouvez toujours faire attention de toujours avoir géré correctement le prix. Il est assez rare qu'on renseigne le prix au moment de la vente. On l'a établi préalablement. Je clique sur Apply. OK. Donc là, on peut dire que mon article est conforme à la vente. Je clique sur Créer. Alors, on peut des fois avoir des petits messages. Alors ça, c'est les fonctionnalités de SAP. SAP, en fait, il y a certaines informations, notamment sur la gestion des mandats CEPA. Il n'aime pas forcément ça dans les nouvelles apps. Donc, on est obligé de repasser sur ce qu'on appelle l'ancienne. Ah, quand je dis l'ancienne, sur l'application qui s'appelle VA02 pour aller compléter des zones qui ne sont pas encore prévues d'être mises à jour correctement avec l'app Fiori. Je sais, c'est pas beau, mais c'est comme ça. Donc là, par exemple, vous voyez, hein, le mandat CEPA, je peux le compléter manuellement dans l'app, on va dire WebGuide, que je ne peux pas nécessairement faire dans l'app Fiori. On verra aussi, le mandat CEPA est une donnée de base aussi. Il faut savoir gérer les mandats CEPA. Donc là, voilà comment on gère à minimum un article dans SAP, un article à voir. Oui, il y avait une question. Oui, j'écoute. Alors, C'est Christian, oui, j'ai une Oui, question. Ma question, pour revenir sur la fiche d'article, oui. tu nous as présenté tout à l'heure, en fait, le label type ou label form. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il est défini le code barre de l'article? Peut-être je Ah non, confonds, hein, mais... non, 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 c'est pas là que tu définis ton code barre. Le code barre, il va te gérer après dans ton formulaire. Dans ton OK, formulaire, tu vas lui enseigner quel type de code barre tu veux. Est-ce que c'est un code barre qui va encapsuler le MATNR, c'est-à-dire le code article? Est-ce que c'est un code barre qui va intégrer le serial number? Non, c'est-à-dire que tu vas après aller dans l'OPD, tu vas, alors plutôt dans Manage, ça doit être Maintain Form Template. Dans Manage Form Template, tu vas avoir le template qui va être sur le label. Si on regarde sur Pre-Delivered Template, label, ça doit être le GR quelque chose de tête. Ils n'ont pas appelé label, je suis sûr qu'il s'appelait label. Alors, on va essayer Form Template, je crois qu'il s'appelle Good Receipt quelque chose. Non plus. J'étais sûr qu'il s'appelait comme ça. Alors, il y en a 1116. Donc, Form Template Name. Si vous regardez Lab, voilà, IWM, HU Label. Donc là, vous avez les templates, HU Label. Donc, une fois que tu as après ton formulaire, tu donnes ton formulaire et tu vas utiliser Adobe Lifecycle Designer for SAP Solution dans lequel tu vas gérer le barcode. Donc, il y a des templates qui sont prédéfinis pour les barcodes. Voilà. Autre question? OK, merci. Pas de rien. Il y avait deux mains levées. oui, j'ai une question. Bon, disons que j'ai deux questions. La première, je n'ai pas assez bien compris comment avez-vous converti les packs en pièces et la seconde sur la taille des lots. Comment avez-vous pu spécifier Alors, les taux sur pour la fiche? gérer dans une fiche article, tu as ce qu'on appelle des alternatives. Une alternative, tu as un pavé qui se trouve dans la fiche produit ou dans l'application MM03 où tu cliques sur données supplémentaires, où tu vas gérer en fait à chaque fois pour un bag combien il y a de pièces. C'est-à-dire que tu pars de l'unité de quantité de base et SAP va te dire
pour l'unité de quantité de base, combien il faut pour un bag, un carton, une palette. Donc, tu gères ça dans ta fiche produit. Et l'autre, après, ce qu'on appelle les tailles de lot dans SAP, c'est les tailles de lot pour le MRP. Il y a la taille de lot et ce qu'on appelle le rounding profile, donc le profil d'arrondi. Donc, dans SAP, quand le MRP va tourner, il va te dire, OK, tu es dans une planification déterministe. Et après, comment tu veux que le système génère soit tes ordres planifiés ou tes demandes d'achat? Est-ce que, en fonction de j'ai une rupture de tant de pièces, est-ce que tu veux que le système génère à hauteur des pièces en écart ou sur ce qu'on appelle des tailles de lot, soit des tailles de lot mensuelles, hebdomadaires, fixes, et donc tu définis des règles. C'est des règles qui sont liées au MRP. Ok. Mais ça, il faut déjà avoir une bonne maîtrise de l'ensemble des zones qui se trouvent dans la fiche article et après rentrer dans la gestion de ce que peut être soit la planification en composants, qui est dans ce cas plutôt une activité MMSD, ou sur une activité de production plan, et donc de savoir toutes les subtilités qui font que lorsque tu vas avoir des prévisions, des commandes clients, des réservations, des commandes de transfert, des demandes d'achat, des ordres planifiés, comment ce joli petit monde s'entend dans la gestion des couvertures. Donc, tu vas avoir, OK, je vais avoir des prévisions, une commande client, j'ai du stock de disponible, du stock en contrôle qualité. Comment je veux que le système me génère des OP, des demandes d'achat par rapport à tout ce qui existe dans le système. Ça, c'est ce que tu vas retrouver dans ce qu'on appelle, dans la fiche produit, dans la vue planification ou dans les vues MRP 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais déjà, si vous retenez une chose, c'est le type d'article, les données de base essentielles, le poids, les langues, les... après, dans la détermination de la partie commerciale, l'item catégorie groupe, le loading group, le transport group, euh, l'organisation commerciale, le canal de distribution, le fait qu'elle doit être gérée sur une division, le fait qu'elle doit avoir une planification, le fait qu'elle doit avoir une taille de lot, le fait qu'elle doit avoir une valorisation. Si déjà vous avez déjà ces informations-là, et surtout si on est sur des flux ventes, toujours se dire l'item catégorie groupe, super important. Après, de gérer la classification des lots, ça, c'est du détail. Mais il faut que vous ayez toujours un minimum, si vous faites du flux SD, quelles sont les données obligatoires et nécessaires pour que vous ayez une commande client qui n'ait pas le petit message Incompleteness Information. Donc, une commande client, c'est que vous avez votre donneur d'ordre, vous avez, quand vous renseignez l'article et la quantité, tout doit être ramené en automatique. La division, le point d'expédition, le prix. Alors, le prix, vous le gérez bien sûr dans la tuile Manage Pricing, mais votre article, quand vous vous renseignez, vous devez avoir dans votre commande par défaut une division d'expédition, le prix, la quantité. Après, on pourrait avoir les profils arrondis, tout ça. Mais ça, c'est quand vous allez créer votre structure organisationnelle. Ça va être après le challenge que vous ayez toutes les bonnes informations qui soient ramenées correctement dans une commande client de base. Voilà. Any Donc, question? Michael, Oui. quand on parlait dans le groupe WhatsApp d'achat interne et externe, en fait, on parlait des prix standards et des prix au PMP, valorisation Alors, PMP. Ou c'est encore autre chose? tu parles de la valo séparée ou tu parles Oui, oui, tout à d'encore. fait, tout à fait. La valo, c'est pareil, tout à fait. Ouais. Alors, la valo séparée, c'est une particularité. C'est par exemple lorsque tu veux, au sein même de ta division, donc société, tu veux dissocier tes prix. Alors, souvent, les deux grandes familles, c'est OK, je fabrique dans la même division, je peux soit le fabriquer, soit l'acheter. Mais je ne veux pas le valoriser de la même façon selon que je le fabrique ou je l'achète. Donc, c'est Tout là à que tu fait. vas activer la valo séparée et le système va t'avoir dans la valo séparée. C'est comme si tu avais une branche où tu peux très bien avoir avec la valo séparée une sous-division. Sous-division, tu vas avoir soit interne et externe. Donc, dans externe, tu auras une classe de valo qui peut être propre, avec un PMP qui soit propre.
et une autre classe de valorisation qui sera peut-être fabrication. Et dans fabrication, tu auras une classe de valorisation qui sera propre et peut-être du prix standard. D'accord. Après, il faut que cette information-là, elle puisse redescendre dans ta commande d'achat. Donc, pour qu'elle puisse redescendre dans ta commande d'achat, soit tu vas la saisir, soit tu peux très bien dire, quand tu vas créer une fiche info achat, la fiche info achat porte aussi cette information-là. Donc, quand tu vas créer une fiche info achat, tu dis, ah ouais, quand je vais créer avec cet article-là, dans ma valorisation séparée, je veux que quand c'est toujours de l'achat, il hérite de valo achat. Voilà. C'est ce qu'ils appellent split. Oui, valuation split. Ok. Si je comprends bien, vous avez créé un article, fait une commande et fait une facture, c'est ça? Ah non, 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 là j'ai réexpliqué le processus de création d'une fiche produit avec la tuile Manage Product Master Data. J'ai expliqué comment on pouvait modifier le prix de valorisation. Il y a une différence entre modifier la valorisation d'un produit et le split valuation. Valorisation, c'est pareil, c'est un cas bien particulier. Ok. La Il y en valorisation, a. après, on peut utiliser une application qui s'appelle Manage Valuation Price, qui permet de modifier la valorisation de son PMP ou du prix standard d'un article. Parce qu'une fois que vous avez sauvegardé un article, la zone est grisée. Vous ne pouvez plus toucher au PMP, vous ne pouvez plus toucher au prix standard. Vous devez utiliser une autre application. Et souvent, cette autre application, elle n'est pas dans les mains des personnes qui ont créé l'article. Elle va être dans la main d'un contrôleur de gestion. Parce que si vous modifiez le prix de valorisation, ça va avoir un impact quand même général sur ce que lui, il a besoin d'avoir pour faire le suivi. Donc, on ne touche pas comme ça au PMP, encore moins au prix standard. Après, si vous faites ça, bah, le deuxième, une fois que vous allez avoir tous vos articles avec ça, vous allez lancer, quand on va le voir à un moment ou à un autre, ce qu'on appelle le lancement d'un cycle de calcul de coût de revient, important dans la partie fabrication. Produit fini, semi-fini, tous les sous-ensembles, pour que le système me calcule automatiquement combien me coûte mon produit final. À combien me coûte, hein, ce n'est pas uniquement le coût de la matière, hein, c'est le coût des assurances, des bâtiments, le coût des petits garçons qui vont travailler sur les machines. Alors non, on n'a pas le droit de faire travailler les enfants. Donc les adultes qui vont travailler sur la valorisation. Ça, c'est-à-dire d'intégrer la main-d'œuvre, le, les informations qu'on va avoir dans les postes de travail, etc. Mais déjà, sachez maîtriser correctement la fiche produit et surtout ce qu'il y a dans la fiche produit. Ne faites pas juste reproduire ce que vous avez dans une procédure, mais comprenez toujours ce que vous faites. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien enregistré, je pense. Donc il y aura une vidéo. Impeccable. Merci. Voilà, de rien. Donc dans la procédure, voilà, donc j'ai envoyé dans le mail, donc elle est bien sur le Drive. Il en existe plusieurs sur la valorisation, c'est pareil. Voilà. J'en ai fait quelques-unes sur des projets. C'est pas trop compliqué. Nickel. Donc, dans la procédure, il y a à la fois dans le cloud public et également dans le on-prem. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Bah, on continue maintenant à échanger. Et pareil, donc mardi et mercredi, on va s'attaquer au business partner, donc la création d'un client. Après, on fera les prix. Donc, on balayera toutes les données de base les unes après les autres. Voilà. Très bien. Merci, bonsoir. Merci, Michael. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, Mickaël. De Bonne rien. soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée.